Bonjour chers téléspectateurs de la télévision du marketing. Aujourd'hui nous recevons M. Daour Diop. M. Diop, directeur général de l'IPE. M. Diop, bienvenue sur la télévision du marketing. Veuillez vous présenter à notre public. Merci, M. Seck. Pour me présenter, je dirais seulement que je suis spécialiste du marketing. Je suis également gestionnaire de formation et pratiquement aussi depuis 1991, j'évolue dans le domaine de la gestion. Voilà pour être bref ce que je peux vous dire en termes de présentation de ma modeste personne. Merci M. Diop. L'émission également doit permettre aux gens de connaître votre institut, l'IPE. Pouvez-vous nous présenter l'Institut professionnel de l'entreprise? L'Institut professionnel de l'entreprise est une école d'enseignement supérieur créée en 2004 et qui a pour vocation de former des produits qui soient opérationnels. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que de par notre approche, nous partons des besoins des entreprises pour les traduire en programme de formation. Et pour cela également, nous nous appuyons essentiellement sur des praticiens, des gens qui évoluent en entreprise pour pouvoir dérouler normalement, correctement nos enseignements. Et je peux dire que quelque part, c'est ce qui fait la force de l'IPE. Merci M. Diop. À l'Institut professionnel de l'entreprise, je crois également que vous formez des étudiants en marketing. Tout à fait. Première question, qu'est-ce que le marketing? Disons, pour être très simple, le marketing peut être assimilé à une démarche, un état d'esprit, une façon de faire qui consiste à identifier d'abord les besoins et les attentes de la clientèle pour chercher par la suite à les satisfaire. Parce que la chronologie est importante. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Je peux dire qu'on mettait le client, le consommateur, devant le fait accompli. On fabriquait le produit pour chercher par la suite à le lui vendre. Et la conséquence est que, disons, le client n'était pas tout le temps satisfait. Et en termes d'équilibre aussi entre l'offre et la demande, il y avait des problèmes, soit de pénurie, parce que l'offre est inférieure à la demande, ou une situation de surproduction, où la demande est, disons, inférieure à l'offre des entreprises. Donc c'est pour pallier à tout ça, effectivement, que le marketing a été créé. Ou l'on peut dire également que le client est au centre de toutes les préoccupations de l'entreprise. On peut même se permettre de dire, pour de façon succincte, résumer, dire que quand on parle de marketing, l'entreprise propose, mais le client dispose. Ça signifie quoi? Ça signifie que le dernier mot lui revient. Merci. Dans votre première définition, j'ai entendu le concept de besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Le besoin peut être défini comme un état de manque, de nature physique ou psychique, et qui crée par conséquent une situation de déséquilibre. Raison pour laquelle on va créer des produits, on va créer des désirs
qui seront des solutions pour satisfaire cet état de manque, c'est-à-dire ce besoin. Merci. Qu'est-ce qu'un désir? Nous disons que le désir, c'est un moyen spécifique ou privilégié. Si vous voulez, en d'autres termes, un désir, c'est une alternative, un moyen, une possibilité qui s'offre à nous pour solutionner les problèmes, c'est-à-dire les besoins. Voilà. Donc nous pouvons dire que le désir, c'est le moyen privilégié pour satisfaire un besoin. Tout à fait. Dans la littérature marketing, on voit également que les auteurs tentent de classifier le concept de besoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la pyramide de Maslow? Bon, disons, ce grand auteur du nom d'Abraham Maslow a classé donc les besoins qu'un individu peut être amené à rencontrer en 5 catégories. Il parle d'abord donc des besoins physiologiques qui tournent autour des préoccupations liées à la survie de l'individu: manger, boire, se vêtir, se loger. Maslow nous dit qu'une fois que ces besoins sont satisfaits de façon naturelle, une deuxième catégorie de besoins apparaît. Après, besoin de sécurité. Donc c'est un manque qui apparaît en termes de protection. L'individu souhaite se protéger. Et d'ailleurs, en transposant même donc la pyramide dans le domaine de la gestion des ressources humaines, se pose le problème de la stabilité de l'emploi. Donc, parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas un emploi stable, vous êtes dans une situation d'insécurité. D'insécurité professionnelle, mais aussi d'insécurité financière. Troisième type de besoin, après le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. L'individu, en un certain moment, souhaite s'identifier à un milieu, à un environnement, à un groupe, à une classe sociale. Et cela est d'autant plus important, effectivement, que lorsque même un individu change de profession, il change de classe sociale. Et par conséquent, il peut être amené à recourir à des types de produits, de biens bien déterminés pour montrer son appartenance à une classe sociale. Après les besoins d'appartenance, il y a les besoins d'estime, qu'on peut être également amené à considérer comme étant des besoins égoïstes. C'est-à-dire où l'individu essaie de mettre en exergue sa personne. Il souhaite être estimé, considéré par les autres. C'est comme s'il cherchait à ce qu'on lui manifeste une gratitude, une reconnaissance. Et cela est extrêmement important. Parce qu'un individu peut être amené à faire de la philanthropie. En réalité, ce qu'il cherche, c'est, disons, l'estime des autres. Alors que quelqu'un qui ne comprend pas son geste, son comportement, peut être amené à le considérer comme étant quelqu'un d'irrationnel. Alors qu'en réalité, il est en train de chercher à satisfaire un besoin qui apparaît aussi de façon innée, de façon naturelle. Raison pour laquelle il m'arrive souvent de dire qu'il faut être prudent dans les appréciations que l'on fait des autres. Quelquefois, ça peut être à tort. Parce que le jour où on se mettra à la place de cette personne-là, on peut être amené à faire des gestes similaires.
ou de prendre des décisions similaires. Le cinquième type de besoin? Oui, ce qu'on appelle les besoins de réalisation ou d'accomplissement, à travers lesquels l'individu montre, excusez-moi, sa capacité à pouvoir entreprendre quelque chose et à le réussir. C'est important parce que quelqu'un disait effectivement, quand un individu arrive aux besoins de réalisation, c'est comme s'il s'était libéré, affranchi. Parce qu'effectivement, il peut tenter à vouloir montrer son autonomie. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance, parce que l'individu n'est pas indépendant. Donc, effectivement, il en fait un challenge, un défi. Il montre qu'il a les compétences, les capacités qui puissent lui permettre de faire face, si vous voulez, à n'importe quelle situation, à n'importe quelle entreprise. Et s'en sortir avec succès. Voilà un peu, disons, comment Maslow, effectivement, a classé ce type de besoins. Naturellement, quand on fait du marketing, ce n'est pas pour rien que dans le domaine du marketing, on initie les étudiants à ces différents types de besoins. Parce que quand l'individu est en face d'un produit, nous l'avons dit, c'est pour trouver une solution, la réponse à un besoin qu'il éprouve présentement. Parce que quand quelqu'un achète une voiture, attention, il peut l'acheter pendant qu'il est en train de satisfaire un besoin de sécurité. Et certainement, cette voiture-là ne sera pas une voiture de luxe. Il choisira au moment, disons, de satisfaire un besoin d'appartenance. À ce niveau aussi, il y a des gens qui confondent besoin et motivation. Qu'est-ce qui différencie les deux concepts, le besoin et la motivation? Disons, la motivation, c'est une force qui vous pousse à agir. Maintenant, quand il y a un besoin, ce besoin-là, je veux dire plus précisément la satisfaction de ce besoin, va nous pousser ou va nous motiver à chercher les produits devant nous permettre de satisfaire donc le besoin. Donc déjà, en termes de chronologie, nous pouvons dire qu'il ne peut pas y avoir de motivation sans besoin. Donc le besoin précède la motivation. Quelqu'un s'est permis même de dire, je m'en souviens bien, donc de dire que la motivation c'est un état de tension. Tension parce qu'effectivement, quand l'individu éprouve un besoin, il peut être amené à être sous tension. Parce qu'il est en situation de déséquilibre. Et tant que ce besoin-là n'est pas satisfait, il ne revient pas à une situation normale. Donc, la motivation, c'est ce qui va nous pousser à franchir le Rubicon pour manifester de façon explicite le besoin. Parce que tant qu'il y a motivation, tant qu'il n'y a pas motivation, effectivement, je peux dire qu'il ne peut pas y avoir au finish une décision d'achat. Il y a certains auteurs qui parlent de motivation oblative, motivation hédoniste, motivation d'auto-expression. Pouvez-vous nous éclairer sur ces trois concepts? Oui, ce sont des types de motivation qui s'appuient essentiellement sur les sentiments des individus. Ou en tout cas, disons, ce qui pousse réellement à ce que l'individu soit amené à vouloir satisfaire un besoin. Je prends un exemple. Quelqu'un
peut être animé par le désir d'aider quelqu'un. J'ai parlé tout à l'heure donc de philanthropie. C'est quelqu'un qui va chercher à faire plaisir. Par exemple, quand vous achetez un gâteau pour faire plaisir, il y a une motivation particulière qui va vous pousser à acheter le gâteau. Quand quelqu'un aussi se permet effectivement de montrer son appartenance à une classe sociale, il y a une motivation particulière aussi qui peut être amenée effectivement à éprouver le besoin. Donc, quel que soit donc, le type de besoin qu'il y a, effectivement, il y aura une façon particulière de procéder pour que ce besoin-là donc, soit satisfait. Soit pour être beaucoup plus terre à terre, voilà un peu ce qui tourne autour de ces trois types de motivation, pour ne pas être long, que vous avez, disons, donc énumérés. Monsieur Diop, on ne peut pas parler de marketing sans parler de marché. Oui. Pouvez-vous nous expliquer le concept de marché? Disons, le marché, quand même, peut être défini souvent sur plusieurs formes. Parce que le marché peut être un espace géographique. Par exemple, le marché local. C'est une définition donc du marché en partant donc de l'horizon géographique. Le marché aussi peut être défini, ça c'est une définition que j'aime souvent donner, comme étant, si vous voulez, un ensemble d'individus susceptibles d'acheter un produit. Attention, mais quand on parle donc de marché, ça signifie que dans ce cadre-là, ça va poser un problème de besoin. Donc ça signifie que l'individu éprouve le besoin. Ça signifie aussi que l'individu a les ressources susceptibles, est capable, quelqu'un même dira susceptible, est capable. Parce que quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas acheté le produit. Et il peut arriver même que le besoin ne soit pas exprimé de façon ouverte. On dira que le besoin est en situation, en état de latence, en état de dormance. Oui. Donc, maintenant, le besoin aussi, je veux dire le marché, excusez-moi, le marché aussi peut être défini aussi comme étant une quantité de produits ou, si vous voulez, un chiffre d'affaires qu'une entreprise réalise ou est susceptible de réaliser. Donc, voyez, donc il y a aussi une possibilité de définir le marché par rapport aux individus, aux consommateurs. Par exemple, quand nous disons le marché des adultes, on fait référence à un segment bien déterminé d'une population qui se trouve intéressée par le produit en question. Ouais. J'entends également le concept de marché potentiel, marché environnant, marché principal, marché générique. Avant de venir à ces termes-là, pouvez-vous nous rappeler le concept de part de marché? Oui, la part de marché peut être très facilement définie comme étant la proportion des ventes ou du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. De façon très simple. Parce qu'effectivement, quand on parle de part de marché, il s'agit de la part de marché de l'entreprise considérée. Et cela ne peut être évalué qu'à travers ces ventes, c'est-à-dire ventes exprimées en volume ou ventes exprimées donc en valeur. Maintenant, il y a des concepts, des ratios, des indicateurs qui tournent autour, si vous voulez, donc, de la part de marché. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle la part de marché globale ou absolue. Il y a aussi la part de marché relative. Comment on détermine une part de marché relative? Donc disons,
il m'est arrivé souvent de faire la précision aux étudiants que lorsque l'on cherche à déterminer la part de marché relative, il faut d'abord naturellement connaître toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine, dans le secteur d'activité, ce qui va même nous amener à parler tout à l'heure de marché générique. Donc il faut savoir, il faut connaître les données de toutes les entreprises. Il faudrait aussi qu'on sache l'entreprise qui est le principal concurrent. Parce que la formule de la part de marché relative nous dit qu'il faudrait comparer chaque entreprise, si vous voulez, à son principal concurrent. Maintenant, là, il faut faire attention. Par hypothèse, on considère que toutes les entreprises qui ne sont pas leaders considèrent le leader comme étant leur principal concurrent. Et par conséquent, calculent leur part de marché relative par rapport à ce leader. Et le principal concurrent du leader? Bon, c'est le challenger, le second du marché, si vous voulez. Celle qui vient, c'est l'entreprise qui vient en deuxième place, si vous voulez, à la deuxième place en termes de vente donc, du marché. Donc voilà, cet indicateur qui est extrêmement important, qui nous permet d'apprécier le leadership ou le poids de chaque entreprise au niveau du marché. Et c'est un concept utilisé dans un environnement concurrentiel parce qu'il est arrivé souvent qu'il y ait des fusions-absorptions. Hein? Donc, au niveau du marché, tout cela, c'est pour, disons, faire en sorte que le jeu de la concurrence soit plus clair. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons par exemple les banques au Sénégal, on s'est rendu compte que depuis que Attijari, si vous voulez, a fusionné avec la CBAO, nous constatons que les leaders incontestables, incontestés du marché aujourd'hui, donc c'est le groupe Attijari. Voilà, Attijari CBAO. Hein? Alors qu'avant la fusion, ce n'était pas évident. Hein, bon, la première place était disputée entre EGBS, disons CBAO. Hein? Mais depuis qu'il y a la fusion, c'est clair. Donc le leader, donc c'est le groupe Attijari. Le concept de marché potentiel? Disons, le marché potentiel renvoie au futur. Parce qu'on définit le marché potentiel comme étant l'ensemble des individus susceptibles d'acheter le produit dans le futur. Donc ça fait allusion à un horizon temporel futur. Maintenant, excusez-moi, M. Sey. Mais parmi ceux qui sont susceptibles d'acheter le produit dans le futur, il y a une partie constituée par les individus qui achètent présentement le produit, c'est-à-dire le marché actuel. Donc le marché actuel est une composante du marché potentiel. Le marché actuel fait allusion à un horizon temporel présent, alors que le marché potentiel fait allusion à un horizon temporel futur. Et ceux qui actuellement n'achètent pas le produit et qui peuvent être amenés à l'acheter, comment appelle-t-on cette partie du marché? Oui, disons ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. OK? Et qui représentent, vous avez bien de vous poser la question, parce qu'ils représentent la deuxième partie donc, du marché potentiel. Parce que bon, en termes de, disons, arithmétique, donc on dira que le marché potentiel, c'est le marché actuel plus les non-consommateurs relatifs. Donc, ce sont des individus qui sont susceptibles d'acheter le produit présentement, qui sont susceptibles d'acheter le produit dans le futur, mais qui ne le font pas présentement. Maintenant, l'enjeu, là où l'entreprise devra se battre, c'est arriver ou faire en sorte que ces individus qui n'achètent pas présentement le produit
et qui pourrait être amené à le faire dans le futur, puisse le faire dans le futur. Maintenant, l'analyse devrait nous amener de façon approfondie, ou l'étude devra nous amener à savoir pourquoi ces individus n'achètent pas présentement. Quels sont les freins à l'achat? Maintenant, une fois qu'on aura une idée claire, effectivement, des raisons qui font qu'ils n'achètent pas, on peut faire sauter ces freins-là en proposant, en termes donc de stratégie ou de marketing mix, si vous voulez, une offre appropriée qui pourrait permettre à ces gens-là, si vous voulez, dans le futur, si vous voulez, de pouvoir acheter donc le produit. Donc, concernant les freins, un bon musulman peut dire que je n'achète pas la bière parce que je suis un musulman. Dans ce cas-là, son frein, c'est sa religion. Oui. Est-ce qu'on peut toujours maintenir le concept de non-consommateur relatif? Non, non. Disons, ce n'est pas possible. Parce que le non-consommateur relatif, c'est quelqu'un qui est susceptible d'acheter le produit dans le futur, dans l'avenir. Maintenant, un bon musulman, nous dirons qu'il est un non-consommateur absolu. Vous dites bien un bon musulman. Oui, mais la précision est de taille. Oui, un bon musulman est un non-consommateur absolu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, du fait de sa religion, effectivement, disons, donc raison pour laquelle on parle de morale, hein, il ne peut pas présentement acheter, consommer le produit et il ne sera jamais amené à le consommer. Ok? Voilà un peu, disons, la notion de non-consommateur absolu. Les concepts maintenant de marché générique, marché environnant, marché support. Oui, oui, effectivement. Disons, pour définir le marché environnant, il faut d'abord définir un autre concept. Le marché principal. Voilà, qui nous permettra de pouvoir faire la comparaison. Le marché principal. Nous disons simplement que le marché principal, c'est l'ensemble, si vous voulez, disons, des produits qui sont similaires et semblables et qui sont directement concurrents. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour que deux produits puissent appartenir au même marché principal, il faudrait qu'ils soient de même nature et il faudrait également qu'ils soient concurrents. Si vous parvenez à trouver deux produits qui sont similaires et directement concurrents, vous pouvez, à partir de ce moment, dire que ces deux produits appartiennent au même marché principal. En guise d'exemple, on peut donner le cas du lait en poudre Ali et le lait en poudre Barley. De même nature, parce que ce sont des laits en poudre. Hein, et à défaut d'avoir l'un, on peut se rabattre sur l'autre pour satisfaire le même besoin. Okay? Le marché environnant. Maintenant, le marché environnant. Dans le marché environnant, on va trouver des produits ou un produit qui sera de nature différente du produit qui appartient ou qu'on a mis dans le marché principal, mais qui par contre peut se substituer au produit du marché principal. Donc ce qui différencie en réalité, pour être beaucoup plus précis, les produits du marché principal et ceux du marché environnant, c'est la nature des produits. Parce que si les produits qu'on a mis dans le marché environnant étaient de même nature que les produits du marché principal, parce que nous savons déjà qu'ils satisfont les mêmes besoins, le marché environnant n'allait pas exister. On allait mettre tous ces produits-là dans le même marché, c'est-à-dire le marché principal. Donc si je reste dans l'exemple du lait, le café Touba est le marché environnant. Appartient au marché environnant, je veux dire. Le marché... Bon, attendez, je sais, j'espère que vous n'êtes pas en train de me piéger. Non. Mais le café Touba, mais attention, moi j'ai un problème. Je me dis, je ne peux pas le mettre dans le marché environnant. Pourquoi? Parce qu'il est de nature différente. Tu as dit café, et là-bas, le marché principal, c'est le marché du lait.
Et le lait liquide? Le lait liquide, par contre, on va le mettre dans le marché environnant. Parce qu'il est de nature différente, mais il peut satisfaire donc le même besoin. OK? Et le marché support? Oui, disons le marché support est constitué par un ensemble de produits qui viennent compléter les produits du marché principal ou ceux du marché environnant. Ça signifie quoi? Ça signifie que sans la présence des produits du marché support, on ne peut pas consommer les produits du marché principal ou ceux du marché environnant. Généralement, on donne l'exemple de la voiture et de l'essence. L'essence appartient au marché support. Sans essence, on ne peut pas consommer la voiture. Et il m'est arrivé de dire également que, en faisant la comparaison même des valeurs, on constate que le produit qui appartient au marché support est de valeur dérisoire comparé au produit du marché principal. Mais cela n'empêche, si on ne l'a pas, on ne pourra jamais utiliser le produit du marché principal ou du marché environnant. Le marché générique, pour terminer? Disons le marché générique, on le définit simplement comme étant l'ensemble des produits substituables, c'est-à-dire concurrents ou susceptibles de satisfaire le même besoin. Abstraction faite de la nature des produits. Donc là, on n'essaie pas de voir si les produits sont similaires ou non, on essaie simplement de savoir quels sont les produits qui sont capables de satisfaire le besoin. Et même maintenant, de façon très simple, donc pour obtenir ce marché générique, on prend les produits du marché principal et ceux du marché environnant. Et attention, ça signifie quoi? Ça nous dit principal et environnant. Le marché support ne peut pas faire partie du marché générique. Pourquoi? Parce que les produits du marché support ne peuvent pas se substituer aux produits du marché principal ou du marché environnant. Merci M. Diop pour ces réponses à nos questions. Une dernière question, M. Diop, que pensez-vous de la télévision du marketing dont l'objectif est de permettre aux étudiants d'apprendre le marketing? Mais je crois que c'est une idée géniale, pertinente, hein. J'allais dire révolutionnaire. Et cela ne nous surprend pas. Parce que, disons, le promoteur de cette radio-là nous a habitués, si vous voulez, à innover, hein, à trouver donc toujours les voies et moyens qui puissent permettre, si vous voulez, au public de façon générale, de s'initier et de mieux comprendre cette discipline extrêmement importante qu'est le marketing. Chers téléspectateurs, je vous remercie. Je vous rappelle que vous allez revoir bientôt M. Diop avec un autre thème. Il va nous parler cette fois-ci de la force de vente. Je vous remercie.